Bienvenue dans votre magazine sur votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Merci de prendre le temps de regarder cette émission où on parle de la santé, où les spécialistes viennent nous donner toutes les explications sur les maladies pour mieux les prévenir. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 200 millions en 1990 pour atteindre les 830 millions en 2022 au niveau mondial. À Maurice, environ 22% de la population est diabétique et le même nombre est pré-diabétique. Le diabète peut se déclarer à tout âge, à tout moment de la vie. C'est une maladie silencieuse qui ne choisit pas l'âge. On va en parler aujourd'hui avec notre invité dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète observée tous les ans le 11 novembre. On en parle avec notre invité, le docteur Damien Stesiuk, qui est médecin généraliste, diplômé universitaire en diabétologie et chef des services médicaux à l'APSA, l'Association pour la promotion de la santé. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie, Et merci d'avoir accepté notre invitation. merci de m'avoir invité surtout. On va parler aujourd'hui d'une maladie silencieuse très connue du monde entier, puisque maintenant on a passé la barre des 800 Mm. millions. Donc cette année, le thème de cette journée est le risque à tout âge. Pour commencer, quel est votre constat, docteur, sur la situation ici à Maurice? Alors malheureusement, mon constat n'est pas très bon. Il faut savoir qu'on a énormément de cas de diabète à Maurice et malheureusement, on voit un très net rajeunissement des patients qui développent le diabète. Maintenant, c'est devenu assez courant, même dans ma pratique quotidienne, d'avoir des enfants, voire des jeunes ados avec des diabètes de type 2. C'est vrai qu'on connaissait bien le diabète de type 1 chez l'enfant, qui n'est pas du tout la même maladie que le diabète de type 2, mais de plus en plus, on voit des jeunes enfants avec des diabètes de type 2 et même on voit des complications liées au diabète de type 2 que d'habitude on voyait après 40-50 ans survenir maintenant déjà chez des trentenaires. Alors docteur, juste pour rappel, est-ce que vous pourrez nous expliquer la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, sachant qu'il y a aussi le diabète de grossesse? Alors il y a énormément de types de diabète au Ah fait. bon? C'est vrai qu'on se focalise souvent sur type 1, type 2 et grossesse, mais il y a aussi par exemple le diabète LADA, il y a d'autres maladies génétiques qui sont des diabètes aussi, mais on va se focaliser sur le type 1 et le type 2. Alors ce ne sont pas du tout les mêmes maladies. Ils devraient peut-être même pas apporter le même nom, parce que le diabète de type 1 est vraiment une maladie du pancréas où des anticorps ont attaqué l'organe pancréas, qui lui est normalement supposé produire l'insuline, et du jour au lendemain ou très rapidement n'en produira plus du tout. Mhm. Donc vous passez d'un état non diabétique à très très diabétique avec une glycémie qui va monter très haut. Généralement, l'âge de survenue, c'est assez jeune. Ces enfants vers les 10, 11, 12 ans qui vont avoir, suite à un choc psychologique ou une maladie, un virus, vont développer un diabète assez sévère. Mhm. Et là, il faut rapidement les mettre sous insuline. D'accord. Par contre, le diabète de type 2, qui de loin est le plus fréquent, Mhm. c'est une maladie plutôt de résistance à l'insuline. C'est-à-dire Mhm. que votre pancréas y produit de l'insuline, mais si vous consommez plus de sucre que votre pancréas ne peut, on va dire, métaboliser via son insuline, votre glycémie tout doucement va monter. Et là, votre pancréas, lui, il va faire son boulot, il va produire encore plus d'insuline. Mhm. Et vous allez arriver dans un état où vous allez commencer à résister à cette insuline. Mhm. Et en développant la résistance à l'insuline, il y a plein d'autres troubles métaboliques qui vont s'y associer, qui sont extrêmement importants de connaître parce que ce sont eux, au fait, qui vont générer les complications du diabète. Et à partir d'un certain temps, vous allez dépasser un certain seuil de glycémie et on vous serait catégorisé diabète. Alors, juste une petite parenthèse, vous savez, parfois j'entends des patients me dire « Oh, vous savez, docteur, je suis borderline diabétique ou j'ai des traces de diabète. » Ça, honnêtement, ça n'existe pas. Quand vous allez voir votre gynécologue, il ne va pas vous dire vous avez des traces de grossesse. Non, soit vous êtes enceinte, soit vous ne l'êtes pas. Et c'est pareil dans le diabète. Si vous avez des traces de diabète, entre guillemets, c'est que vous avez déjà développé les complications métaboliques qui vont vous mener au diabète. Et là, il faut déjà les traiter. Donc, il faut arrêter de se dire que en ayant une trace ou bien nous dans borderline, Mhm. qui nous bien effectivement pas prendre les comptes. C'est là peut-être qu'on doit le plus
réagir Et si notre médecin nous dit: «Vous connaissez ou le borderline ou bien on a une trace». Donc c'est là où il faut exactement, réagir là. mais exactement, parce que il est jamais trop tôt pour justement le traiter, parce qu'on sait très bien que plus vous le prenez tôt, plus il y a une chance que vous puissiez reverse diabetes, parce que ce sont des notions maintenant qu'on a de plus en plus. Moi, j'ai régulièrement des patients à qui on a pu carrément inverser leur diabète et ils ne sont plus diabétiques. D'accord, Fut on un va en temps, parler. ouais, On va en parler, docteur, parce que c'est un petit peu la grande question. On le voit partout sur les réseaux sociaux. On peut, si on est diabétique, on peut devenir non diabétique. Alors tout ça, ça demande, je suppose, beaucoup d'efforts et un gros travail derrière. C'est ce que vous allez nous expliquer également aujourd'hui. Alors vous disiez tout à l'heure que le diabète de type 2, c'est notre pancréas qui en est un petit peu, on va dire, c'est l'organe hein, qui ne fonctionne pas. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que notre pancréas ne fonctionne pas? Est-ce qu'on mange trop sucré? Est-ce qu'on mange trop gras? Qu'est-ce qui fait que le pancréas ne fonctionne pas? il faut savoir que le corps humain fonctionne avec un budget, comme par exemple notre pays fonctionne avec un budget. On a ce qui rentre et on a ce qui sort, donc Mmh mh. les entrées et les dépenses. Si vous consommez, alors les entrées, c'est ce qu'on va manger. Mmh. Si vous consommez beaucoup de sucre et que vous n'en dépensez pas, c'est-à-dire vous ne faites pas de sport, vous êtes sédentaire, ou on va dire, vous ne dépensez pas assez d'énergie dans une journée, eh ben, vous allez avoir un budget excédentaire, c'est-à-dire que vous aurez trop d'apports par rapport à vos dépenses. Et là, votre pancréas va devoir avoir une charge sur lui pour pouvoir gérer cet excès. Mmh. Et si il a ça de façon, on va dire, chronique ou de façon régulière, à un moment donné, vous allez développer un trouble métabolique et tout doucement augmenter votre glycémie. Alors, est-ce que c'est le sucre, docteur, qui est vraiment le plus grand coupable? Alors là, vous me lancez une de mes perches préférées. C'est une phrase que je dis très très souvent et quand je fais des conférences, c'est une des phrases que je cite le plus. Je dis toujours à mes collègues médecins, vous savez, le diabète, ce n'est pas qu'une maladie du sucre, c'est une maladie du cœur et des vaisseaux. Donc il faut bien comprendre que là où il y a du diabète et là où il y a des vaisseaux sanguins, le diabète peut faire des ravages. C'est pour ça qu'on parle autant des complications et qu'il y a des complications dans chaque organe dans le diabète. Euh, non, ce n'est pas que le sucre le problème. Le Mmh. problème, c'est surtout l'excès de sucre. Parce que comme disait Paracels, tout est un poison, tout dépend de la dose. Si vous arrivez à consommer un petit peu de sucre, même si c'est une boisson gazeuse qui contient énormément de sucre, mais si vous en consommez peu et que vous dépensez beaucoup dans votre journée, parce que vous faites du sport, etc., ce n'est pas vraiment un problème. Mais c'est l'excès. Et tout ce qui sera en excès sera mauvais. Bien sûr, on parle des excès de sucre, mais aussi les excès de graisse et des graisses saturées. Vous savez on est environné de ce qu'on appelle la malbouffe. Mmh. Et ce sont des restaurants qui proposent des aliments extrêmement riches en sucre. Et souvent, les patients pensent que sucre, c'est les boissons gazeuses, c'est les bonbons, etc. Non, non, non. C'est aussi, par exemple, dans le pain, dans le riz, dans les pâtes, ce sont des sucres lents, certes, mais il y a des sucres dedans. Et donc, si vous cumulez beaucoup de sucre et sucre lent, plus des acides gras transformés, comme dans la malbouffe, ce Mmh. qu'on appelle le junk food, eh ben, vous avez le cocktail parfait pour développer ce syndrome métabolique et au final le diabète. Alors, je pense que bientôt, on aura de toutes les façons, vu que pendant ce mois de novembre, ce sera un petit peu la sensibilisation au diabète, on va parler effectivement de l'alimentation qui sera une émission en elle-même, puisque Mhm. c'est important de savoir qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger pour être en bonne santé. Ceci étant dit, docteur, donc vous nous disiez que le sucre, mais il y a aussi d'autres facteurs, donc comme, si on mange, trop gras. Est-ce que, par exemple, le stress peut déclencher le diabète? Alors c'est une excellente question. On a vu le nombre de diabétiques qu'on a à Maurice, ça ne peut pas être que l'alimentation. Il y a aussi des facteurs génétiques. OK. Si dans la famille, tout le monde est diabétique, vous savez, mon professeur de génétique nous disait toujours l'important c'est de bien choisir ses parents. Malheureusement, ça on n'y peut rien. Maxime Le Forestier a écrit la chanson, mais malheureusement, il a dit autre chose. On ne choisit pas sa famille. On choisit pas. Mais Ouais, donc, si effectivement dans la famille tout le monde a du diabète, eh ben vous êtes à très haute prédisposition de développer un diabète. ouais. Si par exemple pendant l'accouchement et que quand vous naissez et que vous pesez plus de 4,1 kg, il y a un fort risque que vous développiez du diabète plus tard. Si Mmh. votre maman pendant la grossesse a développé un diabète gestationnel, vous avez aussi une augmentation de risque de diabète. Mmh. Donc il y a les facteurs génétiques, les facteurs épigénétiques, c'est-à-dire ce qu'on fait de notre génétique, et évidemment il y a les autres facteurs
le facteur stress, il est énorme. Parce que quand vous stressez, et vous avez dû le remarquer, le stress, c'est pas dans la tête des gens, hein, c'est dans leur corps. On a des C'est dans l'estomac, tremblements, dans le ventre? on a une décharge d'hormones comme l'adrénaline, le cortisol, et on peut avoir des réactions physiques. Donc on peut avoir des tremblements, on peut avoir des transpirations, des diarrhées, des nausées, des vomissements avec le stress. Et ben tout ça, ça va induire une production de ces hormones de stress. Et les hormones de stress sont par définition hyperglycémiantes. Parce que quand vous êtes hyperglycémiante, ça veut dire qu'ils vont augmenter votre taux de sucre. Parce que quand vous êtes en stress, nous autres êtres humains, on n'est pas des grands prédateurs, hein, on est surtout des proies. Donc quand on a un animal devant nous qui est nettement plus gros que nous et qui pourrait nous manger, eh ben, on a besoin de produire beaucoup de sucre pour pouvoir courir et s'enfuir Mhm. de ce dit danger. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'on a des systèmes dits de stress qui sont extrêmement efficaces, comme on a des systèmes qui font monter la tension dans notre corps qui sont extrêmement efficaces. Et c'est pour ça qu'on a autant de gens aujourd'hui qui ont de l'hypertension, parce qu'on a plein de systèmes pour faire monter la tension, on n'en a quasiment aucun pour la faire baisser. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'on parle aujourd'hui du diabète dans le cadre de la Journée mondiale du diabète. On en parle avec notre invité, le docteur Damien Stessieux, qui est médecin généraliste, diplômé universitaire en diabétologie et chef des services médicaux à l'Association pour la promotion de la santé APSA. C'est une organisation justement qui s'occupe des personnes diabétiques parmi tant d'autres. Alors, on va aussi parler, docteur, par rapport à ce que vous nous expliquez, tout ça, ça paraît quand même assez complexe, hein, le diabète. Peut-être une question avant d'aller plus loin. Quel est le chiffre, on va dire, à ne pas dépasser quand on est diabétique, enfin quand on est en bonne santé surtout? Alors, en fait, c'est assez simple. Si vous avez une glycémie, donc un taux de sucre à jeun le matin, donc sans manger, Mmh. entre 4 et 5,6, c'est bien. Si vous dépassez les 10 après manger, c'est pas bon. Les Euh, 10 après manger. oui. Et Donc, combien de temps après le repas? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Mauriciens maintenant, excusez-moi, qui ont acheté des glucomètres parce que mhm, c'est devenu tellement facile mhm, de se, comme on dit à Maurice, pique-pouce dans la case. Donc, c'est tellement plus facile que d'attendre d'aller au dispensaire ou d'aller chez le médecin. mhm. Donc, on le fait nous-mêmes. Alors, combien de temps après après un repas, on doit Mhm. prendre son diabète? Alors, la glycémie à tester après repas, c'est 2 heures après le repas. Et je trouve ça une excellente idée que les Mauriciens vérifient eux-mêmes leur taux de glycémie. Alors, juste un point, on ne pique pas le pouce. On dit on pique pouce, mais on ne pique pas le pouce. On pique le quatrième doigt. Ah Pourquoi? Parce bon? que quand vous piquez souvent au même endroit, à un moment donné, il y a de la corne qui se crée sur la peau. OK. Et ça serait dommage de perdre la sensibilité du pouce. Alors que si on perd un peu de sensibilité sur le quatrième doigt, c'est pas très grave. Voilà, c'est vrai, c'est important, hein. C'est l'annulaire, hein. C'est là où on met Exact. son anneau Exact. son alliance. Que ce soit à gauche ou à droite, docteur, c'est pareil. Oh, c'est pareil. D'accord, donc c'est important hein, de le savoir, le docteur Stessiok qui recommande nous, hein, c'est important, hein, une petite information comme ça, au lieu de nous pique-pouce, parce que nous, dans Maurice, c'est une affaire qui est normale, c'est la culture, et d'ailleurs, hein, nous disons ça, nous pique-pouce. Alors, ne pas pique nos pouces, nous pique les doigts que nous mettons l'alliance, soit côté gauche, soit côté droit. Donc ça, c'est très important, une petite information très importante. Donc, docteur, vous nous dites, après 2 heures après le repas, on peut faire un test de Ouais. glycémie, hein. Donc, nous faites test diabète dès le temps qu'on a fini de manger. Et si jamais, docteur, c'est plus de 10, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, je vous conseillerais vivement de consulter votre médecin traitant, OK. ou un médecin spécialisé en diabétologie, qui pourra faire à ce moment-là un test. Et dans les tests, vous connaissez très bien le HbA1c, Voilà. l'hémoglobine glyquée, Mhm, qui est juste, on va dire, une protéine de glycation précoce. Ça veut dire mhm, que si vous avez été avec un taux de sucre assez élevé un certain temps, votre hémoglobine va se glycosyler. Et mhm. là, ça va nous donner un chiffre. Et malheureusement, ce chiffre vous dira si vous êtes diabétique, prédiabétique, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais malheureusement il est encore dans le langage médical, ou pas diabétique. Donc si vous êtes entre 4 et 5,6, vous êtes non diabétique. Si vous êtes entre 5,7 et 6,4, vous êtes dit prédiabétique. Et au-delà de 6,5%, parce que l'hémoglobine glyquée est exprimée en pourcentage, eh ben vous êtes diabétique. Mhm. Et comme je vous disais, ben, malheureusement, ce n'est pas la nature qui a décidé que 6,5 était le diabète. C'était les assurances américaines
et ont décidé que 6,5 était le cut-off pour être considéré comme diabétique par rapport à non diabétique. Et est-ce que Hmm. vous savez pourquoi? J'allais vous poser la question. Eh ben, c'est très simple, parce que les assurances ont découvert que si vous dépassez les 6,5% d'hémoglobine glyquée, votre espérance de vie réduisait de 12 ans. Donc vous alliez coûter cher à cette assurance. Donc à ce moment-là, si vous dépassiez les 6,5, ils ne vous assuraient plus. Et donc, entre 5,7 et 6,4, cette zone dite de prédiabétique, malheureusement, est une zone extrêmement importante parce que là, il faut aussi traiter la complication, donc métabolique, et surtout arriver à inverser cette tendance diabétique. Alors, sachant qu'en Amérique, on mange tous les jours du fast-food, à Maurice, on est quand même, on a un petit avantage, même si les rapports disent que de plus en plus on voit de jeunes qui sont diabétiques ou prédiabétiques, mais à Maurice, on a quand même l'habitude de manger à la maison et de cuisiner soi-même. Donc, on est un petit peu loin de la culture américaine, mais ceci étant dit, vu que tout est global maintenant, on a une Mm. globalisation, donc on fait un peu pareil comme les Américains. C'est une chose qui peut-être, on n'aurait peut-être pas dû faire, Ouais. pas prendre les mauvaises habitudes surtout. Alors, docteur, pour revenir au thème cette année qui a été choisi par l'Organisation mondiale de la santé, il parle du risque à tout âge. Mhm. Donc, vous disiez tout à l'heure que même un bébé dans le ventre de sa mère pourrait devenir diabétique si jamais il naissait avec un poids de plus de 4 4 kilos 100. kilos. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, docteur? Là, on va peut-être parler de ce risque Mhm. qui rajeunit. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, au final, c'est ce que je dis à tous mes patients. Je leur dis, vous voyez votre médecin 3 fois par an, mais vous voyez votre assiette 3 fois par jour. Le plus important, c'est traiter votre alimentation. Et c'est la pierre angulaire du traitement du diabète, c'est l'alimentation. Un patient diabétique qui n'est pas allé voir une diététicienne ou une nutritionniste, on n'a pas fait notre boulot, nous, en tant que médecin. Il faut absolument que nos patients sachent quoi manger. Moi, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste. J'ai besoin de l'apport de mes collègues pour justement dire aux patients quoi manger et comment manger. Et parce que ça varie à tout âge. On ne mange pas pareil quand on est un enfant, quand on est ado, quand on est un adulte ou quand on est une personne âgée. Mhm. Les personnes âgées aussi ont une prise en charge nutritionnelle extrêmement importante parce qu'elles ont plus la fragilité osseuse, etc. Mais donc le plus important, c'est ce que vous mangez et ce que vous dépensez. Et vous savez, le sport est indispensable dans le traitement du diabète. Ouais. Mhm. Alors, il y a toujours 3 personnes que j'aime citer avec mes patients. Mhm. Désolé si je cite certains d'entre vous, chers patients. Mhm. Le premier que j'aime citer, c'est un de mes patients, il s'appelle Jean-Michel de Senneville. Mhm. Il a 76 ans et il a encore récemment participé au championnat master du monde en saut à la perche. Et diabétique. Et non Et diabétique. non diabétique, pardon. Et il a 76 ans. La deuxième que j'aime beaucoup citer, elle est connue de tous les Mauriciens parce qu'elle est juste extraordinaire. Elle s'appelle Noémie Alphonse. Ah ouais, d'accord. Elle est championne du monde de nouveau en chaise, en 100 mètres T54 parce qu'elle court en chaise. Ouais. Et le troisième que j'aime citer, c'est quelqu'un qui travaille entre 12 et 14 heures par semaine et qui s'entraîne 6 fois par semaine au saut à la perche. Et ben ça, c'est moi. Donc, ça ne peut pas être l'âge, ça ne peut pas être le handicap, ça ne peut pas être le temps. Il n'y a pas de raison valable pour ne pas faire une activité sportive. Ok. Donc, il faut absolument mettre l'activité sportive au centre de votre traitement du diabète. Ça, c'est pas très dans notre culture, hein, docteur. Oh, sachant que, enfin, c'est les rapports qui disent ça, hein. Je Mm. sais que les hommes, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que les hommes font un petit peu plus d'activité physique comparé aux femmes. Oui, Et pourtant, on c'est a ce que des j'ai stars vu. du sport féminin. Exactement, exactement. Donc peut-être qu'il faudrait changer un petit peu notre paradigme, faire un paradigm shift, Oui. dans le sens que planifier dans la journée une quinzaine de minutes matin, une quinzaine de minutes le soir Mhm. de sport. Donc vous dites que le sport, c'est l'allié numéro un Ouais. pour ne pas être diabétique. Le sport et l'alimentation. Alors, L'alimentation aussi. Pardon. évidemment, il faut adapter l'effort physique à votre condition Bien physique. sûr. Je ne demanderai pas à tout le monde de faire du saut à la perche ou faire un 100 mètres en chaise. C'est Mm. extrêmement dur du reste.
Mais évidemment, il faut adapter l'effort physique à sa condition physique. Mhm. Mais l'OMS recommande environ 150 minutes par semaine. Oui. Si vous les séparez en 3 blocs de 50 minutes, c'est très bien, ou 4 blocs de 40, ou si vous faites 15-20 minutes tous les jours. D'accord. Et docteur, quand vous nous dites, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités qui sont venus sur ce plateau, des médecins sportifs, des spécialistes qui nous disent que le sport, enfin une activité physique, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. Si on a l'habitude de marcher, par exemple, ça compte pas vraiment. Il faut que ce soit quelque chose de plus régulier, de plus intense. Est-ce que Exactement. vous êtes du même avis? Alors, j'aime bien donner un exemple extrêmement simple. C'est si vous êtes essoufflé et que vous transpirez, c'est du sport. Si vous allez marcher dans un supermarché et que vous pouvez discuter avec votre voisin ou voisine, même si vous avez fait quelques pas, c'est pas vraiment du sport. Mhm. Par contre, si vous marchez rapidement ou que vous montez le pouce à la marche, bah, vous serez essoufflé, vous serez transpirant, c'est du sport. D'accord. Et docteur, ça c'est pour les jeunes maintenant, surtout hein, de plus en plus, parce qu'il y a un rapport qui est sorti, les 12-19 ans, je crois, et qu'il y a eu une augmentation de diabète dans Mhm. cette tranche d'âge. À Maurice, hein, on parle. Donc, encore une fois, peut-être les cibler, mais à l'école, ils font du sport. Ils courent pas assez. En fait, pour vous, c'est quoi? Quel est un petit peu le souci? On fait du sport, mais pas assez, c'est ça? Alors, l'OMS recommande donc 150 minutes de sport par semaine, mais ça c'est pour les adultes. Pour les enfants, c'est 60 minutes par jour, tous les jours. Un enfant, vous avez déjà remarqué qu'un enfant, ça ne marche pas, ça court tout le temps. C'est vrai. Donc, et on a découvert qu'il y a un fléau à Maurice, c'est l'augmentation de l'obésité. C'est ça. Et plus l'obésité monte, plus le diabète va monter. Ils Mhm. sont intimement corrélés. On parle même parfois de diabésité, parce que l'un va avec l'autre. Donc, si, alors, et encore, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on peut être obèse et très beau. C'est pas ce que je dis. Mais quand on est obèse, on est malade. Il faut arrêter de faire croire aux enfants que parce qu'ils sont en surpoids, ils sont corrects, tout va bien. Non, Ils sont mignons. ils sont bien mignons peut-être, mais ils sont malades. Et donc, il faut les soigner. Et après, si, mais ne surtout pas mettre de pression pour faire des régimes drastiques, ça serait une catastrophe, mais avoir un accompagnement nutritionnel Mhm. et avoir un accompagnement aussi sportif et éducationnel pour justement arriver à avoir une santé saine. Voilà. Et on sait que dans toutes les régions de l'île, on ne peut pas le nier, dans toutes les régions, il y a des health tracks. Ouais. Il y a des endroits ouverts, gratuits, il y a des jardins pour enfants. Là encore, des fois, on passe et on voit ces jardins assez vides, Ouais. docteur. Ils sont quoi? Ils sont sur leur portable? Exactement. Alors les écrans, c'est une catastrophe chez les enfants. Alors moi, je suis peut-être un peu sévère avec mes enfants, mais je leur ai dit pas de téléphone portable avant 16 ans Tout à fait. minimum, voire 18 ans. Parce que pour leur cerveau, c'est pas bon. En plus, on a la chance ici à Maurice, on est sur probablement la plus belle île du monde. Donc tout autour, on a de l'eau. On peut aller nager, aller visiter les plus belles îles du monde, Mhm, les plus belles plages du monde. mhm. Donc allons-y, c'est pas loin. Allons profiter de la mer, allons profiter de l'extérieur. Parce qu'ici, on peut. Alors, une dernière question, docteur, puisque nous arrivons plutôt à la fin déjà de l'émission. Donc, on a parlé surtout de la prévention du diabète, mais pour ceux qui sont déjà diabétiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que, par exemple, euh, il y a aussi l'éducation thérapeutique? Est-ce que c'est important? Alors, c'est essentiel dans la prise en charge du diabète. Mhm. Moi, un truc que je remarque tous les jours, c'est que je donne beaucoup d'informations à mes patients. Mais après, ils ne peuvent pas retenir tout ce que je dis en une consultation. Oui. Donc, il faut que quelqu'un passe derrière et rééduque le patient, que ce soit une infirmière spécialisée en diabéto, que ce soit des éducateurs thérapeutiques. Il faut justement ces services-là où vous pouvez éduquer votre patient et surtout leur dire pourquoi ils prennent ce type de traitement. Moi, il y a une phrase à laquelle je suis allergique, c'est quand j'ai des patients qui me disent: Ah, je prends ça, c'est bon pour le diabète. Ça n'existe pas un médicament qui est bon. Un médicament, par définition, c'est un poison. Donc, si vous le prenez, c'est qu'il sert à quelque chose. Donc, Mhm. moi, j'explique à mes patients pourquoi ils prennent ce dit poison et ce que ça va faire dans leur corps. Comme ça, ils Mhm. comprendront les effets secondaires, ils comprendront pourquoi ils le prennent. Et si Mhm. vous savez pourquoi vous prenez quelque chose, eh ben, vous êtes nettement plus adhérent que si vous ne le savez pas. Donc, extrêmement important d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Un seul médecin qui traite tout le diabète, c'est impossible. Il faut évidemment s'entourer d'autres spécialistes. Parce que, comme je vous ai dit, le diabète, ça touche tous les organes. Donc, il nous faut un avis cardiologique au moins une fois par an.
Il nous faut un avis d'un ophtalmologue une fois par an. Il nous faut faire des bilans pour tester si vous avez une complication rénale, des pieds. Il faut faire tester ses pieds tous les ans. Parce que Hmm. malheureusement, le diabète, ça touche le corps en entier. D'accord. Et pour terminer, docteur, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, j'ai un peu plombé l'atmosphère avec tout ce que j'ai dit. Non, c'est pas du tout, au contraire, c'est bon de le savoir. Et des fois, je suis sûre hein, qu'il y a des téléspectateurs qui vont se poser la question, est-ce qu'ils ont vu des spécialistes? Bon, on va parler un petit peu plus en termes locaux. Est-ce Mm, qu'ils ont un docteur pour les yeux? Est-ce qu'ils ont un docteur pour les pieds? Est-ce qu'ils ont un docteur pour les cœurs? Un cardiologue? Donc, c'est important. Donc, c'est bon que vous le mm, disiez parce que des fois, on oublie que le diabète, c'est une maladie complexe et qui fait nous gamène mm. complications. Donc, une fois par an, si vous êtes diabétique, pas oublier, ou bizarre, à aller un spécialiste pour les yeux, pour les cœurs, pour les pieds, parce qu'il connaît aussi, hein, Mm, qui diabète. Faire attention si vous les pieds ont une plaie ou pas pour sentir, parce qu'on peut du tout une sensation dans les pieds. mm. Ça, c'est un autre sujet, docteur, je pense qu'il va Ouais. falloir revenir. Alors, Je reviendrai avec plaisir. Mais vraiment, le point très important que j'aimerais dire, s'il vous c'est plaît. quand même une note d'espoir. Il ne faut pas oublier que le diabète, eh ben, ça se prévient. Ça se traite très bien. Il y a énormément de nouveaux traitements qui fonctionnent extraordinairement bien. Et maintenant, on trouve que les patients qui sont bien équilibrés, bien traités, peuvent vivre au moins aussi longtemps que n'importe qui, si ce n'est parfois même plus longtemps, parce qu'ils prennent en charge leur santé, Mhm. sans aucune complication. Et donc, vraiment, prenez soin de votre santé parce que ça peut très bien se passer, voire même vous pourriez inverser. Alors, on ne parle pas de guérison de diabète, mais on parle de rémission de diabète. Ça existe, donc surtout faites-vous dépister parce que quand vous savez ce que vous avez à affronter, c'est beaucoup plus simple que si on fait juste l'autruche et on ne sait pas ce qu'on doit faire. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour ce message très important, hein, qu'il y a encore de l'espoir, il y a des moyens de vivre avec le diabète, de vivre une vie tout à fait normale, sans complications, sauf si on y prend garde. Hein. Il faut bien ne pas oublier ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur Damien Stessiuk, d'être venu sur le plateau. Donc, je rappelle que vous êtes chef des services médicaux à l'Association pour la promotion de la santé, APSA, vous êtes à Trianon. Merci d'être venu et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine parce que rien n'est plus précieux que votre santé.